Donc, comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook, aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite chronique BD. Habituellement, je passe par YouTube puis je fais une chronique et je l'envoie. Aujourd'hui, ça me tentait de la faire en direct avec Facebook. Maintenant que Facebook nous permet de faire des vidéos en direct, je voulais le tester. Et puis, je vais choisir BD. Puis ça me permet également de recevoir vos questions. Alors, si vous m'écoutez, puis si vous voulez poser une question, ben, vous pouvez envoyer un petit message sur le Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. De quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour ma petite chronique? De trois choses en premier. Trois adaptations de BD qui vont arriver bientôt, cette année en salle. Ghost in the Shell, on a entendu parler beaucoup avec Scarlett Johansson. On a également Valérien et Laureline de Luc Besson. J'en ai beaucoup parlé dans mes podcasts. J'en parle beaucoup également sur mes commentaires. Et puis un autre que je parle pas beaucoup, qui est l'adaptation de la BD franco-belge Seul, qui va être faite cette année aussi. Alors, je vais commencer par ça. Je vais commencer par vous présenter la BD. La BD qui est Seul. Seul de Gazzotti et de Vellman. Gazzotti, c'est lui qui nous a donné le sublime Soda, David Salomon, qui était une BD sur un policier de New York qui se faisait passer pour un prêtre parce qu'il voulait pas que sa mère meure d'une crise cardiaque. C'était vraiment c'est super bien fait. Et puis, il a lâché Soda pour faire Seul, qui est une magnifique BD où ce que, du jour au lendemain, des jeunes se réveillent et puis il n'y a plus aucun adulte. Ils sont seuls réellement dans le monde. Et on suit vraiment l'évolution de ces personnages-là. Alors, salut Martin, merci de m'écouter Martin. Et ça va être adapté au cinéma. Et je suis très heureux parce que c'est une merveilleuse BD que nous avons ici à la bibliothèque, François Hertel du Cégep de la Pocatière. Et c'est une belle série, très bien dessinée. Gazzotti, c'est un chic type, il dessine super bien, scénario excellent. Alors, s'ils sont capables de reprendre toute la prémisse, puis le petit côté, là, je ne dirais pas post-apocalyptique, là, mais c'est vraiment comme, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Et il y a l'angoisse des jeunes aussi. Au début, c'est très le fun, hein, les jeunes sont tout seuls dans la ville, ils font ce que... il dit, ça me rappelle Jérémia, j'ai juste vu la série de Seul, ouais, en tout cas, c'est une belle, c'est comme je voulais, s'ils réussissent à reprendre cette partie-là, toute l'angoisse que ces jeunes-là vivent à l'intérieur de ça, ça va faire un super bon film. Moi, je suis sûr que ça va faire une belle adaptation au cinéma. Et c'est surtout une très, très, très belle série de BD que nous avons à la bibliothèque François Hertel, que les gens de la Pocatière ou de Rivière-du-Loup ou des environs peuvent venir emprunter, il n'y a aucun problème. Alors, on est ouvert au grand public. Alors, Seul, ça, c'est ma première adaptation que je voulais parler. Et j'ai pas de crainte pour ça. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez connu, mais peut-être un petit peu moins que Gosine de Shell puis de Valérien. Valérien, salut Luc, merci de m'écouter Luc. Valérien, j'en parle souvent, Valérien et Laureline, qui est la Bible de la science-fiction, qui va sortir en 2017. Luc Besson qui nous a donné des magnifiques films, Le Professionnel, Le Cinquième Élément, Le Grand Bleu, Subway, Nikita, mon Dieu, Nikita, faut pas l'oublier. Et il s'attaque à Valérian, qui est probablement une des séries de science-fiction les plus importantes de l'histoire. Et il faut le faire. De base, il faut vraiment avoir un courage extraordinaire pour s'attaquer à ça. Et puis, ce qui me rassure, c'est que le dessinateur Mézières est avec lui. Alors, on sait qu'il est sur le projet. Donc ça me rassure. Le cinquième élément, c'était vraiment comme un coup de sonde qu'il a fait pour vraiment... C'était très basé sur les écrits de Christian et de Mézières. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. La bande-annonce m'a convaincu totalement. J'ai trouvé qu'il avait bien repris tous les éléments. Le casting, un petit peu moins. Laureline, elle m'a dérangé un peu, vu qu'elle n'était pas rousse comme dans la BD, mais bon, c'est des détails. C'est vraiment des détails de vieux mononcle, chioleux comme je suis, là, les vieux conservateurs de franco-belge. Alors ça, c'est un film que j'attends. Je pense que c'est le film que j'attends le plus en 2017, malgré le fait qu'il va en avoir des films basés sur des comics américains ou sur la BD, il y en a énormément. Là. On n'a qu'à penser à toutes les Marvel, toutes les DC qui vont sortir. Dernière adaptation que je vais vous parler, Ghost in the Shell. Hein, le fameux Ghost in the Shell, qui est une référence au niveau du manga.
Moi, je dis toujours qu'il y a deux références au niveau du manga. Il y a Ghost in the Shell et il y a Akira, Ghost in the Shell de Matsushiro. Alors, qui va sortir en live action. Alors, l'animé qui avait sorti dans les années 80 était, ma foi, sublime. Ghost in the Shell en animé. J'avais rien à redire. C'était vraiment parfait. Je veux dire... tout ce qu'on je vous montre ici, là, on a tout ça à la bibliothèque. Hein, fait que s'il y en a des gens qui veulent venir les emprunter, il n'y a aucun problème. Ghost in the Shell, l'animé était parfait. Alors encore là, s'attaquer à ça en live, il faut le faire. Il faut vraiment que tu aies des... je dirais pas le mot, mais il faut que tu aies énormément de courage. Le faire dans un contexte un peu particulier avec une actrice qui va jouer le major qui n'est pas asiatique, qui est Scarlett Johansson. Alors ça a fait un mini scandale. Moi, je suis un peu comme entre deux chaises là-dedans. Je me dis que oui, bon, Scarlett Johansson elle va amener une clientèle surtout masculine parce qu'on se le cachera pas. Puis je pense qu'ils veulent faire énormément d'argent avec ce film-là. Fait que peut-être que prendre une actrice qui est déjà connue pour jouer le rôle du major, c'était quelque chose de bien. Mais je pense qu'il aurait pu prendre quelqu'un de connu, asiatique, pour le faire aussi. En tout cas, bref, c'est pas important. L'important, c'est qu'il garde l'idée générale de la BD qui est extrêmement compliquée au niveau du fameux Ghost. Dans le fond, le Ghost in the Machine, c'est le Ghost dans Ghost in the Shell, c'est comme l'âme d'un robot. C'est ce qui différencie le robot ou à l'androïde ou à la personne qui va être modifiée au niveau mécanique. C'est vraiment comme son âme. Il faut qu'on retrouve ça. Et à première vue, je crois qu'ils ont repris vraiment la prémisse de Ghost in the Shell, la série animée sur le Puppet Master. Alors ça, on va vraiment... on est vraiment heureux de ça parce que le Puppet Master, c'était vraiment comme l'ultime protagoniste de l'animé. Puis j'ai l'impression que ça va être vraiment plus copié sur l'animé que sur la BD. La BD qui est quand même assez complexe à lire, puis qui est pas facile à comprendre non plus. J'ai une question de Martin qui me dit Valérian me pique ma curiosité. Une belle bataille entre Valérian et Gardien de la Galaxie en 2017. Ouais. C'est sûr que les animateurs de science-fiction vont en sortir gagnants, c'est clair. Mais là, on n'a pas on n'a pas la même catégorie. Là. Je veux dire, Gardien de la Galaxie, j'adore ça, là, le film, là, puis les BD, je les connais pas tous, des Gardiens de la Galaxie. Mais si vous voulez mon humble avis, là, je veux dire, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas développé comme Valérian ou Laureline peut être développé. Là. Je veux dire, l'univers de Valérian est plus riche que l'univers des Gardiens de la Galaxie parce que c'est vraiment un univers qui est extraordinairement original. Et puis, il y a ça a beaucoup influencé la science-fiction en général au niveau des films, au niveau des BD, au niveau des séries télé. Alors, oui, ça va être une belle bagarre entre les deux, mais probablement gagné par les Gardiens de la Galaxie. J'imagine qu'au niveau du box-office, les Gardiens de la Galaxie vont gagner parce que c'est Marvel, c'est Disney, le marketing. Tandis que l'autre, c'est un film de Luc Besson, c'est une production américaine-française. J'ai l'impression que ça va devenir le film le plus populaire de l'histoire de la France, là, le plus rentable, mais on verra. Alors ça, c'était mes trois premiers sujets que je voulais vous parler. Des petits trucs que moi j'aimerais voir en adaptation manga. Shiro, on parle de Ghost in the Shell souvent. Là, je vois mon ami Luc qui m'écoute, là, qui est là. Moi, ce que j'aimerais voir, ce qui a été fait en série télé, ce qui a été fait en animé aussi. Mais moi, j'aimerais ça voir un live action de Appleseed. Appleseed, qui est une autre série de Shiro, qui, à mon humble avis, meilleure que Ghost in the Shell, mais ça, c'est personnel, c'est toujours personnel. Hein? L'appréciation qu'on fait d'une BD, c'est personnel. Alors moi, j'aimerais beaucoup voir Appleseed en live action. Je trouve que ça se ferait bien. C'est vraiment bien fait. C'est des robots, des armures, c'est politique, la guerre. Il y a quelque chose à faire avec ça de bien en live action. Pourquoi pas une série Netflix, ça serait super bien. Et puis, un petit truc qui est sorti en animé, qui est Spring Gang, mais en manga, c'est Striker. Alors ça, j'aimerais bien ça voir ça en animé, parce que il n'y en a pas énormément de Striker. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 tomes. Ici, à la bibliothèque, on a 2 tomes. Et puis, on a l'animé. Par contre, c'est vraiment une belle histoire, une histoire un peu d'Indiana Jones, parce qu'il y a comme des artefacts religieux qui sont mélangés en travers de tout ça, sauf que c'est des artefacts qui sont tueurs. Alors, il y a comme des gens qui veulent aller les récupérer pour les utiliser comme des armes.
Et Springan, qui est le personnage principal, lui, travaille pour essayer de contrer ces gens-là pour pas qu'ils puissent prendre ces armes-là et les utiliser. Je pense qu'on aurait un beau truc à faire avec ça en live actions. Et ça, c'est pas beaucoup connu, là, Striker. Là. Comme vous voyez, il a fallu que j'aille chercher loin pour la bibliothèque. Mais c'est vraiment une belle série. C'est une série en 2 tomes. Je pense qu'il y en a 4 entre autres, là, mais moi ici j'ai les 2 tomes, puis c'est vraiment bien fait. Donc, moi j'aimerais bien ça, que ça se fasse en live action, mais ça n'arrivera pas. Comme Akira n'arrivera jamais en live action, malheureusement. J'ai reçu plein de trucs pour la bibliothèque. Là, je parle de BD. Je vais essayer d'en faire également avec les romans. Alors, je vais faire des petites capsules également, romans. Parce que oui, je lis beaucoup de BD, mais je lis beaucoup de romans également. Et puis, on a la chance ici à la bibliothèque d'avoir une collection de romans extraordinaire. Alors, on a travaillé fort sur cette collection-là. On travaille encore fort et on travaille également très fort sur une collection de BD pour avoir une offre adéquate pour les amateurs de BD. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine à la bibliothèque François Hertel que je vais vous présenter? J'en ai parlé un peu sur mon profil Facebook, mais l'intégrale de Clifton, le numéro 1, qui vient de sortir. Pour l'instant, on a seulement le numéro 1. Pourquoi? Parce que dans le numéro 1, on a l'avantage d'avoir vraiment les premières BD qui ont été écrites et dessinées par le créateur de Clifton, qui est Raymond Manchereau. Alors moi, je n'avais jamais lu... j'ai lu du Clifton, mais plus tard, quand c'était d'autres dessinateurs qui l'ont écrit, mais j'avais jamais eu la chance de lire les premières aventures de Clifton avec vraiment dessiné et écrit par Raymond Manchereau. Alors, j'étais à la recherche d'une BD, tu m'inspires avec Appelseed, ou les robots. Oui, mais les robots, puis aussi c'est des armures. C'est vraiment bien fait, Appelseed. Il y a encore énormément de notes en bas de page, là, mais ça c'est Shiro. Clifton, premièrement, c'est de la ligne claire, c'est vraiment une BD classique. C'est un ancien colonel des forces armées britanniques qui a pris sa retraite et qui est devenu un détective privé, qui est considéré comme le 2e plus grand détective privé au monde après Sherlock Holmes. Alors on a une petite référence à Sherlock Holmes à l'intérieur de ça, parce que oui, le personnage ressemble beaucoup à Sherlock Holmes. Et à l'intérieur de ça, on va suivre les aventures de Clifton, qui va vraiment essayer de résoudre des énigmes. Et puis, il y a un petit côté comique dans Clifton. On rit un peu des Anglais, on rit un peu également des autres nationalités, la différence de race, la différence au niveau de la nourriture et tout ça. Là, il y a un petit côté comique, mais il y a également un petit côté action. C'est super bien fait. Et puis, j'ai commencé à le lire vraiment les premières. C'est sûr que les premières aventures avec le dessin de Manchereau, c'est pas du tout la même chose que les derniers. Ça a évolué. Mais c'est bien fait. C'est vraiment une très très belle série, Clifton. C'est du classique, là, je veux dire, c'est comme la base, là, Clifton. C'est vraiment bien fait. Moi, j'adore ça. Et puis, pour les gens qui veulent venir le lire, ça va être disponible bientôt. C'est pas encore traité. Et puis, c'est pas très dispendieux. On a c'est une quarantaine de dollars. Et puis, à l'intérieur de ça, tu as vraiment plusieurs aventures. Tu as 4 aventures de Clifton. Alors, les intégrales, maintenant, là, sont très abordables. Puis, on est capable vraiment d'aller chercher des vieux trucs qu'on pourrait plus trouver. Là. Les premiers Clifton, je suis pas persuadé que je serais capable de trouver ça encore disponible. Un autre truc que j'ai reçu, vous savez, l'amour inconditionnel que j'ai pour Herman. Herman, qui est selon moi le plus grand dessinateur réaliste au monde présentement, qui a été le Grand Prix d'Angoulême de 2016. Herman, c'est Jérémia, entre autres. Et puis, il travaille beaucoup avec son fils. Il fait beaucoup de one-shot avec son fils. Alors, c'est des BD qu'on lit, puis c'est une BD, c'est terminé. Et son dernier à la collection Air Libre chez Dupuis. La collection Air Libre chez Dupuis nous a donné des merveilleuses BD. Je pense rien qu'à SOS Bonheur, qui était la collection Air Libre, ou encore Zoo, qui était dans la collection Air Libre. C'est une collection extraordinaire. Et Herman a fait récemment Le Passeur aux éditions Air Libre, aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et le dessin de ça, là, je veux dire, je vais essayer d'en montrer, là, rien qu'un coup, là, le dessin, là. Le dessin réalisme extraordinaire de notre ami Herman. Là. Je ne sais pas si je l'approche de la caméra, là. Mais je veux dire, ce gars-là dessine, là, c'est incroyable. Je veux dire, c'est un grand dessinateur. Et puis, son fils, Yves, est un excellent scénariste. Alors, les deux ensemble font vraiment beaucoup de trucs ensemble. C'est vraiment bien fait. Alors, tous les one-shots d'Herman, là, moi, je vous l'ai dit, là, c'est à lire. On n'a pas le choix de les lire parce que c'est vraiment bien fait.
C'est une belle nouveauté, puis je suis content de l'avoir. Puis, bon, c'est sûr que là, on a le petit sticker de Herman Grand Prix d'Angoulême de 2005. C'est quand même quelque chose. Là. Quand tu es Grand Prix d'Angoulême, là, je veux dire, c'est pas, moi, je serais jamais Grand Prix d'Angoulême. De un, je dessine pas, puis j'écris pas de BD. Puis de deux, j'ai pas de talent. Le nouveau Blake et Mortimer qui a tant fait jaser en Europe. Alors, vraiment, les critiques sont très mitigées de Blake et Mortimer. On a dit qu'il y avait des problèmes au niveau du scénario, des problèmes au niveau du dessin, que c'était vraiment pas à la hauteur de Jacob. Là, on va s'arrêter en partant. Là, je veux dire, il n'y a pas personne qui va être à la hauteur de Jacob. Jacob a créé les personnages de Blake et Mortimer. Alors, il n'y a jamais personne qui va pouvoir accoter ou atteindre le talent de Jacob pour la création de ces deux héros. Alors, c'est sûr que ça ne sera jamais comme du Jacob, parce qu'il est mort, puis il ne reviendra pas. À moins d'un miracle absolu, là, il ne reviendra jamais. Mais moi, je les achète toutes pour la bibliothèque, parce que Blake et Mortimer, c'est la base du franco-belge, c'est de la ligne claire. Jacob, c'était un collaborateur de Hergé. Alors, c'est quelqu'un qui a développé la ligne claire. C'est quelqu'un aussi qui faisait énormément de textes, énormément de dialogues. C'est un précurseur, il a parlé beaucoup de science-fiction à l'intérieur de ses BD. Il a parlé vraiment de trucs très précis. Il a mélangé un peu le fantastique, le mystique également à l'intérieur de ça. La page couverture me fait penser à Tintin, et c'est sûr parce que c'est vraiment la ligne claire pure. Martin, c'est de la ligne claire, alors c'est le style de Hergé. Et comme je disais, Jacob et Hergé sont deux inséparables. Alors, c'est sûr et certain que ça va ressembler beaucoup à Tintin. Et dans le scénario aussi, ça ressemble beaucoup à Tintin parce que c'est deux personnages qui sont anglais. Un qui est dans l'armée et l'autre qui est un scientifique. Et puis, on va vraiment suivre les aventures de ces deux personnages-là à l'intérieur. Puis, ils vont se promener dans les époques, la guerre, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Lui, je ne l'ai pas lu. C'est le nouveau, le Testament de William S., qui est le Testament de William Shakespeare. Alors, Santé et Julliard le font depuis quand même un bout. C'est pas les premiers qui ont fait. Ils ont fait la machination Voronoff, le sarcophage du 6e continent 1 et 2, Serment des Saint-Cloire. Moi, je n'ai pas ce qu'ils ont fait, honnêtement. Puis j'ai hâte de le lire. Puis c'est sûr que ce ne sera jamais Jacob. Mais s'il faut s'arrêter à ça, il y a beaucoup de gens qui disent on ne devrait pas reprendre des personnages quand les auteurs sont morts. C'est vrai qu'il y a des personnages qui sont créés pour être repris et d'autres peut-être pas. Alors, je sais pas. Moi, je suis un peu ambigu à l'intérieur de tout ça, mais je vais attendre de le lire pour me faire une opinion personnelle pour savoir si c'est si terrible que ça, parce qu'il y a des gens en Europe là, qui c'est comme ils ont fait comme non, mon Dieu, ça se peut pas. Pourquoi ils ont fait ça? Marvel a été racheté par Disney, on le sait tous. Et puis, Martin Boisvert, par contre, au niveau, le style de Valérien n'appelait pas toujours le lecteur de BD moderne. C'est vrai. C'est vrai que Valérien n'appelait pas toujours aux gens qui aiment la BD moderne parce que c'est un dessin qui est plus vieux. C'est un dessin qui date un petit peu. Par contre, je veux dire, quand on s'attarde seulement à un élément dans une BD, ben, faut faire un effort aussi pour comprendre le tout. Comprendre vraiment la BD et comprendre le dessin et le scénario. Alors Valérien, ce qui faisait sa force, c'était la combinaison des deux. C'était la chimie qu'on sentait qui était parfaite entre le scénariste et le dessinateur. Ça a toujours été ça. Et c'est encore ça. Alors c'est cette chimie-là que j'aimerais voir dans le film. Alors oui, ça peut en rebooter quelques-uns, le dessin de Valérien, mais pas assez autre que ça. Il faut vraiment faire un effort parce que c'est une BD qui est extraordinaire. Donc je revenais sur Marvel qui a été acheté par Disney. Et puis Panini Comics en France font la traduction des BD de Star Wars qui ont sorti. Alors Marvel qui a repris Star Wars, fait que c'est eux autres qui font les BD maintenant. Alors chez Panini Comics, on les sort en paperback, hardcover, très bien traduit. C'est vraiment une très très belle collection. Et puis, bon, un coup de cœur Vador, c'est sûr. Hein? Vador, le fanservice de première, comme dirait mon ami Sébastien, qui est partout, mais il est considéré comme le troisième plus grand vilain de tous les temps. Alors pourquoi, je veux dire, les gens de Marvel n'utiliseraient pas Vador pour faire de la BD, pour le mettre à une place, faire vendre des capes. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec Vador. C'est un personnage que tout le monde adulte. Et la série de BD de Star Wars de Dark Vador est extraordinairement bien écrite, très bien dessinée. C'est du bonbon. Et Panini Comics, là, en Europe, qui
traduit tout ça, qui nous envoie ça ici, puis c'est vraiment pas très dispendieux. Écoute, sautez là-dessus, là, toutes les Star Wars qui ont été faites, ils sont pas tous sur le même niveau, ils sont tous bonnes, mais il y a certains niveaux de qualité à l'intérieur de ça, comme moi j'ai moins aimé Lando, j'ai moins aimé Chewie, mais c'est toujours une question personnelle. Mais Dark Vador, là, ça fait vraiment consensus. Écoute, là, c'est vraiment du très grand Dark Vador. Si vous êtes des amateurs du Seigneur Noir, là, c'est vraiment bien fait. Là. Honnête, là, wow! Un truc que j'ai acheté, ils sont rendus à leur 3e tome, et j'en ai pas encore lu. Je vous le présente parce que ça va être disponible à la bibliothèque. X-Files, en BD. Alors, ils ont sorti, ça vient tout juste de sortir, aux éditions Glénat Comics, qui font beaucoup de... Je prends note pour Vador. Oui, Vincent, il faut vraiment que tu lises ça, c'est vraiment bien fait. Bon, X-Files ont ressorti une série récemment, en 2016. Je suis pas persuadé que ça a eu un grand succès, ça a été mitigé. Alors, on en a profité pour marcher un peu sur la vague. Panini fait un excellent travail avec la ligne de Star Wars. C'est Stéphane qui nous dit ça, effectivement. L'achat des mensuels peut sauver quelques dollars à chaque mois, c'est sûr. François Drouin, Vador est sur ma liste, c'est clair, il faut lire ça. Et les 3 Star Wars aussi, là, qui se passent entre les épisodes, l'épisode 4, les épisodes 5 et l'épisode 6 sont vraiment super bien faits. Puis ça nous permet de bien voir qu'est-ce qui est arrivé, puis bien suivre l'histoire. Et c'est canon. Ça veut dire que tout ce qui sort là, c'est canon. Donc, ça se passe dans la légende. Alors, c'est pas de la légende, c'est vraiment canon. Alors, ça existe. Parce qu'on sait que tout ce qui a été fait avant 2014 dans les BD de Star Wars, dans les romans, et ainsi de suite, c'est toute légende. C'est n'importe quoi, mais en tout cas, c'est pas grave. X-Files, pas super bien dessiné. Je suis pas un fan de ce genre de dessin-là. Un dessin qui est plutôt gros trait. Je sais pas, je vais le présenter à la caméra, là. Je suis pas un fan de ce dessin-là. Par contre... je l'avais feuilleté le numéro 1, je trouvais que les histoires avaient l'air bien, je trouvais que les énigmes avaient l'air bien. Ce qui faisait la force de X-Files, c'était la complicité entre Mulder et Scully, puis c'était également le scénario, les histoires qui étaient extraordinaires. Alors si on repris ce côté-là dans les BD, alors, je suis sûr que ça va être un hit. Mais celle-là, je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête parce que je me suis dit, X-Files, ça va pogner, c'est sûr. Là-bas, on aime ça, les affaires d'extraterrestres, les petits aliens et tout ça, ça pogne encore, alors ça va pogner. Je suis pas mal sûr. Je continue dans mes nouveautés que j'ai eues. Bon, Tintin au pays des Soviets, c'est pas nouveau, mais il vient de sortir en couleur. Alors, je voulais vous le présenter. Alors là, en Europe encore, ça a fait un tollé parce qu'ils se sont dit pourquoi aller mettre de la couleur sur Tintin. Moi, je suis conservateur, mais pas à ce point-là. Je me dis que la version noir et blanc existe. Elle est là. On va toujours la voir. Pourquoi pas en faire une version de couleur? Les deux vont exister. Et puis, vous prenez celle que vous aimez le plus. L'important, c'est l'histoire. Alors, on sait que c'est le dernier de RG. Alors, ça a un petit côté nostalgique. Alors, moi, je suis content. Puis, selon moi, ça a fait une belle job. Alors, je trouve que la couleur est bien faite. Puis, ça l'amène un petit plus. Puis, je veux dire, ça n'enlève rien à l'ancienne version aussi. Alors, ça va être disponible chez Glénat, aux éditions, chez Glénat et Fayard. Ils ont sorti une série qui est sur les... ils ont fait l'histoire. C'est une merveilleuse série qui sont faites par des historiens et des BDistes qui vont nous parler de personnages historiques comme Vergingétorix, Saladin, Jeanne d'Arc, Élisabeth, Napoléon, et ainsi de suite. Et le dernier sorti, c'est sur Kennedy. Alors, la beauté de ces BD-là, c'est que, premièrement, c'est fiable historiquement parce que c'est fait par des historiens. Ça nous permet vraiment d'aller chercher de l'information, des fois de base, mais quand même de l'information sur les personnages historiques. Essayer vraiment de développer ces petits côtés-là qu'on ne connaît pas. Alors, des fois, on apprend des trucs qu'on ne connaît pas. Et à la fin de la BD, on a toujours la conception de la BD. Alors, on a vraiment comme un genre de petit feuillet où ce qu'on va vraiment, où ce que les historiens qui ont fait la BD vont vraiment nous dire à quel point, comment ils ont fait pour aller chercher des informations. Et puis, on va vraiment avoir des informations pratiques et techniques sur le personnage. Comme là, c'est sur le personnage de John F. Kennedy. Alors, on va vraiment voir. C'est sûr que c'est rapide, là. Mais c'est super bien fait. C'est une très, très belle collection. Toujours bien dessinée. Toujours bien écrite. Toujours très, très fiable historiquement.
Et puis, on a vraiment ils vont ratisser extrêmement large dans les personnages historiques. Alors, c'est chinois-américains, et ainsi de suite. Là. Trump risque d'avoir le même sort. Ouais, je pense. Ok, de Kennedy, ouais. Ben là, je suis en ligne, fait j'en parlerai pas, mais je pense pas que Trump aille une fois sa BD ils ont fait l'histoire, parce que en date, il a fait pas vraiment l'histoire. Un autre truc que j'ai sorti, ils viennent de rééditer la vieille série de Herman et Craig qui est Comanche. Alors, ça, c'est pas jeune, là, mais ça, c'est la nouvelle réédition. Alors, c'est vraiment 18$, c'est pas cher. C'est du bon vieux western, vraiment spaghetti. Les débuts de Herman, alors on voit son style qui était au début vraiment, alors qui était en construction beaucoup moins réaliste que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça c'est du bonbon, c'est vraiment de la nostalgie. Mais c'est tellement bien écrit. Craig, écoute, c'est un scénariste extraordinaire. Et puis Herman, ben, on sait que c'est un dessinateur. Alors je suis vraiment content qu'ils refont ça. C'est vraiment pas, c'est pas une surprise, là. Je veux dire, quand il a gagné le Grand Prix d'Angoulême, ben, c'est sûr et certain qu'on va ressortir toutes ces vieilles choses qu'il a faites. Puis c'est pas mauvais parce que ça va peut-être permettre à des jeunes, une jeune génération de connaître le monsieur qui est quand même vieillissant et qui est un extraordinaire BDiste. Un autre intégral de Maltais d'Esberg qui est 421. Et ça, c'était un petit coup de cœur que j'ai amené à la bibliothèque. 421 qui est un genre de James Bond, un agent secret, vraiment là, très, très doué, galant, vraiment dans le même style que James Bond. Et puis, il est anglais aussi. C'est super bien dessiné, super bien écrit. Au début, il y avait un petit côté comique, et puis tout au long de la série de 421, ça s'est beaucoup, c'est devenu plus sérieux, plus adulte un peu. Et puis, on voit vraiment l'évolution du dessin, l'évolution du scénario. Alors ça, c'est un classique 421 chez Dupuis. C'est un truc que je lisais quand j'étais jeune, puis c'est vraiment policier, c'est vraiment l'espionnage. C'est bien fait, c'est bien dessiné. Gros souvenir d'enfance pour Vincent, c'est vrai, c'est un souvenir d'enfance. Puis c'est bien qu'il ressorte ça en intégrale parce que c'est super bien fait. Alors, on aime ça. On aime 421. Moi, j'aime 421. Et puis, ce serait bien qu'il le fasse avec les autres trucs comme Yoko Tsuno et tout ça. Sortir des intégrales des vieilles séries franco-belges des années 70-80 qui ont marqué nos enfances. Les petits hommes. Là, que je pourrais en sortir une tonne là, jusqu'à demain matin. Ça permet de faire connaître ces vieilles BD-là à la nouvelle génération qui les connaissent pas, malheureusement. Puis c'est des vieux trucs. Je veux dire, les premiers 421, c'est difficile à trouver. Là. Je veux dire, oui, il y a tout le temps des rééditions, là, mais les sortir en intégrale, ça a l'avantage de ne pas être très dispendieux parce qu'on sauve des sous. Et puis, on a vraiment toujours aussi des petits textes à l'intérieur qui vont nous expliquer comment la série était partie, où est-ce que c'est apparu, l'histoire de la série. Puis, on a peut-être des petits bonus aussi, hein, des pages couvertures qui n'ont jamais... on n'a jamais trop de Yoko Tsuno. Et non, Yoko Tsuno également, qui est une référence au niveau de la science-fiction. Le Scramustache. Oui, pour nous et pour la nouvelle génération, peut-être qu'ils sont sur Comixology et Iseno, sûrement. Iseno qui est vraiment une plateforme de lecture de BD européenne assez développée. Je ne suis pas persuadé par contre que tous les auteurs de BD, les éditeurs les aiment beaucoup parce que je ne sais pas comment ça fonctionne là, pour les ventes des droits numériques, là, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Alors je reviens à Yoko Tsuno. Alors, j'en ai pas de Yoko Tsuno, j'aurais pu l'amener, mais je ne l'ai pas. Écoute, c'est tellement bon, Yoko Tsuno. Je veux dire, je sais pas comment décrire ça. C'est tellement intense. C'est tellement de la science-fiction pure et brute. Personnage féminin qui était très rare à l'époque. Qui était vraiment le personnage principal. Alors, c'est vraiment des BD qui ont fait évoluer la BD Yoko Tsuno. Scramustache, la même chose. Scramustache, j'aimerais ça le relire, Scramustache. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns dans les bibliothèques. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de nouveaux stocks, mais j'ai encore énormément de trous dans ma collection dans les vieilles BD. Alors ça, c'est des vieux trucs que je dois acheter parce que c'est des classiques et on n'a pas le choix d'avoir ça. Le nouveau Spirou, j'achète toujours le Spirou, l'album Spirou.
Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme la base. On a vraiment toutes les nouveautés qui vont arriver. Puis c'est le fun à lire. C'est calme, c'est relax. Ça nous change les idées. Puis on a vraiment toutes les Game Over de Midan. On a les Bogdani. On a les vieilles affaires chez Dupuis. Les nouvelles affaires chez Dupuis. Qu'est-ce qui va sortir? Souvent, on a les BD à l'avance dans les albums Spirou. Et puis, on ne peut qu'être content, comme à l'intérieur de lui, on a des aventures comme on a Sol, on a le Marsupilami, qui sort aussi, le Marsupilami, qui est un grand classique. Hein. Et puis, je termine, parce que ça fait déjà 30 minutes, avec La Légèreté. La Légèreté, c'est une bande dessinée qui a été écrite après les attentats de Charlie Hebdo. Et puis, ils viennent d'annoncer que ça allait être adapté en film. Alors, une magnifique BD de Catherine Meurice qui a été faite avec un dessin extraordinaire. Bon, c'est sûr que c'est une BD d'auteur. Alors, les gens qui me connaissent, moi, je suis tout le temps catégorisé comme étant quelqu'un qui aime la BD commerciale. Ça me dérange pas. Je suis malheureux avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Peut-être un peu moins la BD d'auteur. Pour moi, il n'y a pas de différence. La BD, c'est de la BD. Que ce soit de la BD d'auteur, la BD de type commercial comme Jean Torgal, c'est de la BD. Moi, je ne fais pas de différence entre le roman graphique avec la BD, les comics américains. Pour moi, ça rentre tout dans le 9e art qui est la BD. Puis moi, j'aime tous les styles de BD. Puis je fais la promotion de tous les styles de BD. Aussi, un intégral de Aria serait bien. Mais Aria, mon Dieu, Aria. Hein, hey, Aria, là, honnêtement, là, c'est une série qui est médiévale fantastique, super bien faite. Salut Sébastien, merci, salut Sébastien, les deux Sébastien Boucher. Sébastien, après, je vais parler de toi tantôt, Sébastien Boucher, parce que j'ai présenté la BD du fanservice numéro 1, Dark Vador, fanservice numéro 1 de Marvel. Alors, Sébastien et moi, on s'amuse un peu sur le fanservice, qui est un genre de nouveau mot à la mode là, pour décrire tout l'apparition de personnages importants pour un peu partout. Là. Fait que Trône 3 qui vient de sortir en français, vraiment bien fait. Sébastien, tu voulais l'acheter pour ton garçon, tu peux pas te tromper, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment super bien fait. Qu'est-ce que je disais par rapport à la BD ou que je faisais aucune différence pour moi, c'est pareil. La BD, c'est la BD. Je veux dire, et Aria, oui, je suis d'accord avec toi, ça prendra un intégral d'Aria parce que c'est une magnifique BD, Aria. C'est pas une BD qui est beaucoup connue parce que c'est un peu plus vieux. L'autre BD que notre ami Stéphane nous parlait tout à l'heure aussi sur quand il a fait son intervention sur Valérien qui était le Vagabond des Limbes. C'est assez spécial aussi. Puis c'est pas beaucoup connu, mais c'est quand même des BD qui sont classiques. Des BD qui sont un peu qui sont importantes. Un truc qui m'a ressorti hier, c'est le monde du garage hermétique de Moebius. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'étais en avant de la TV, puis tout à coup, l'archer m'est apparu dans ma tête. Puis en fait, comme oh mon Dieu, j'ai le goût de lire le garage hermétique de Moebius. Par contre, les aventures du monde du garage hermétique, c'est pas facile à trouver, je ne l'ai pas ici. J'ai le garage hermétique les vacances du Major Croubert, mais j'ai pas les aventures du garage hermétique, malheureusement. Je sais même pas si on refait une nouvelle édition, parce que ces éditions-là sont malheureusement complètement épuisé. Peut-être qu'ils en ont refait des éditions parce que je sais qu'ils ont refait pas mal tout ce que Moebius a fait depuis son décès. Alors j'aimerais beaucoup le relire, j'aimerais beaucoup l'acheter, le faire connaître aux gens de la bibliothèque parce que c'était une belle série. Bon, c'est un peu bizarre, là, mais tout ce que fait Moebius, c'est bizarre. On sait pas, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est très métaphysique, c'est très philosophique, c'est très spirituel. Alors, faut pas essayer de comprendre tout ce que Moebius écrit ou a fait, comme faut pas essayer de comprendre tout ce que Jodorowsky a écrit ou a fait. Il y a des trucs que je pense qu'ils comprennent pas eux-mêmes. Puis c'est pas la BD, c'est une expérience souvent. Alors c'est là pour nous faire réfléchir, c'est là pour nous faire nous divertir. Puis si on comprend pas tout, c'est bien parce qu'il faut laisser au lecteur la chance de porter lui-même ses conclusions à certaines histoires. Ça fait 34 minutes, c'est mon plus grand vidéo que je fais depuis que je fais mes petites chroniques de BD. Je vous ai présenté pas mal toutes les nouveautés que j'avais eues à la bibliothèque. Je vais en refaire une, comme je vous ai dit, plus au niveau des romans, parce qu'on reçoit également beaucoup de romans
Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin aux vidéos pour pas que la connexion Internet de la bibliothèque saute. Puis je vais vous souhaiter une bonne lecture de BD. Puis si vous avez des questions, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer ça sur ma page Facebook que je vais répondre, puis ça va me faire un grand plaisir. Alors salut tout le monde, paix et prospérité. C'est ça, paix et prospérité à tout le monde. Bye bye.